Salut les gens! Aujourd'hui on parle d'un gorille invisible géant, d'un robot boudiné et de mini-jupes. Et aujourd'hui c'est le film Planète Interdite qui tombe entre mes mains. Forbidden Planet en anglais. Ouais, je sais. Nous sommes en 1956, en pleine guerre froide. Ça fait plus de 10 ans que la Seconde Guerre mondiale s'est achevée et le monde s'est divisé en deux blocs, les communistes et les capitalistes. La crainte de voir le monde réduit en cendres est permanente. Alors, qu'est-ce qu'on fait, encore une fois, quand les choses vont pas bien? Eh ben, on écrit des histoires. Et comme souvent, la science-fiction permet de faire de véritables allégories de notre monde réel. C'est bien le cas de Planète Interdite. Réalisé par Fred M. Wilcox, le film était à l'époque le blockbuster de l'année, avec un budget faramineux de 4 900 000 $. Bon, ça a l'air pas beaucoup, mais rendez-vous compte, c'est l'équivalent de 45 millions de $ si on prend en compte l'inflation. Pour donner de quoi comparer, Terminator, lui, a été fait avec 6 400 000 $. Alien de Ridley Scott a coûté un peu moins cher, avec environ 40 millions de $. Donc, on va faire court et dire que ce film avait les moyens. De plus, parlons un petit peu du réalisateur. Fred Wilcox était pratiquement un inconnu du cinéma. Après avoir réalisé quelques Lassie, vous savez, le film avec le chien là, Hollywood l'a propulsé à la tête de cette méga production. Ce schéma s'est produit maintes et maintes fois dans l'histoire du cinéma hollywoodien. Le dernier en date serait sûrement Gareth Edwards, qui réalise Godzilla. Non, pas celui-là. Ce mec a juste fait un film dans sa vie, il l'a fait dans sa cave, et on lui confie 3 ans plus tard l'un des films les plus importants de l'année. Bref, pour Planète Interdite, ce choix a été risqué, mais il a été récompensé. Le film devient très rapidement un succès incroyable. Il devient culte, mythique, et on va bientôt voir pourquoi. Mais en attendant, pourquoi vous voulez pas le voir? Ok, c'est super cheap, c'est vieux, un peu moche, mais sérieux, j'ai bien réfléchi, et à part la filmographie du réal, j'ai pas bien trouvé. Car c'est pas si mal! Planète Interdite, c'est pour moi l'un des films les plus visionnaires de l'histoire de la science-fiction. Mais avant d'entrer dans les détails... Spoiler alert! Et là pour le coup je vous conseille vraiment de sauter cette partie si vous avez pas vu le film. Pour résumer, une vingtaine de militaires sont envoyés depuis la Terre sur une planète nommée Altaïr. Un groupe de scientifiques s'y était rendu 20 ans auparavant, mais avait coupé tout contact avec la Terre. Ok, là on va s'arrêter et souligner le fait qu'ils étaient pas pressés de les rechercher. Une fois en orbite, et après avoir été averti par un homme non identifié que la planète était dangereuse, le commandant et ses hommes atterrissent. Ils trouvent un scientifique nommé Morbius, bien pépère dans sa maison au milieu du désert, qui, avec sa fille, sont les seuls survivants de l'équipage recherché. Le scientifique a pu se débrouiller tout seul après avoir construit Robbie, un robot Superman super fort, avec une vision laser et qui peut fabriquer n'importe quelle matière et objet pour peu que l'on soit patient. Plus tard, on apprendra qu'en réalité, Morbius étudie une ancienne civilisation ultra intelligente, en essayant de déchiffrer une base de données qui peut s'apparenter à notre Wikipédia. Le but dans tout ça? Développer sa matière grise au point de pouvoir apprendre une sorte de télékinésie. De plus, on apprend que l'énergie utilisée par cette ancienne civilisation n'était autre que la puissance thermonucléaire produite par le centre de la planète. Et notons que cette civilisation s'est autodétruite à cause de leur soif de pouvoir et de connaissance. Paye ton allégorie de la guerre froide. L'équipe de sauvetage ne sait pas trop quoi faire. La hiérarchie demande que Morbius rentre au pays, mais ce dernier ne veut pas entendre raison. Les nuits suivantes, une entité invisible s'introduit dans le vaisseau des militaires, allant jusqu'à tuer quelqu'un. Morbius leur informe que la même chose s'était passée avec son équipe à lui. Et les militaires se préparent donc à se défendre pour leur prochaine nuit. Après avoir vidé leur armurerie, la grosse bête invisible refait son apparition, tue plein de gens et disparaît comme ça. Retournant chez le scientifique, le commandant se rend compte qu'en fait cette entité n'est autre que le subconscient primitif et ultra violent de celui-ci. Une nouvelle fois, elle se manifeste et Morbius n'a plus aucun contrôle sur elle. Après un ultime moment de tension, il arrive cependant à la faire disparaître, mais ça le tue, et pour éviter que d'autres gens tombent sur ce savoir, le commandant détruit la planète avec la force du nucléaire. Le spoil est fini. Commençons par ce qui frappe dès le début. La bande sonore! Celle-ci est composée par le duo Bébé et Louise Barbe. Notons qu'ils font partie des premiers compositeurs de musique électronique dans l'histoire de la musique électronique. On est loin du dubstep, c'est vrai, mais comprenez que ces sons étaient obtenus sur des machines pas plus puissantes que la calculette du lycéen qui va bientôt passer son bac et donc il ferait mieux de réviser plutôt que de regarder des trucs sur YouTube.
En plus, ces sons électroniques n'interviennent pas une ou deux fois pendant le film, non. Mais ils composent la totalité de la bande originale. Et l'ambiance rendue est vraiment tendue et parfois carrément flippante. Ajoutons aux avancées techniques que Planète Interdite, c'est le premier film de SF en cinémascope couleur. Vous savez, le cinémascope, c'est ce format bien particulier avec des bandes noires horizontales caractéristiques des films hollywoodiens. Il faut savoir que faire des films couleur à l'époque coûtait très cher et que le rendu était loin d'être réaliste. Le Technicolor est le procédé de colorisation le plus connu et était rendu possible par l'utilisation de caméras bien particulières qui faisaient défiler 2 ou 3 pellicules sensibles à des couleurs différentes. Et les images qui en résultaient étaient hyper saturées au point de piquer les yeux. Du coup, pendant longtemps, on a associé la couleur à tout ce qui était fantastique, science-fiction, alors qu'on continuait à se servir du noir et blanc pour faire des films réalistes. En gros, carrément l'inverse de ce qu'on fait aujourd'hui. Le scénario, quant à lui, est fortement inspiré d'une pièce de Shakespeare, La Tempête. Vous inquiétez pas, personne connaît. La Tempête, c'est l'histoire d'un duc qui s'exile sur une île avec sa fille et qui dresse une sorte de gros monstre nommé Caliban. Bon, il se passe carrément plus de choses dans la pièce, mais la ressemblance avec le film s'arrête là. Aussi, ce film est l'un des premiers rôles de Leslie Nielsen, mort il y a 4 ans. Notre comique adoré de tous les Y a-t-il? Y a-t-il un pilote dans l'avion? Y a-t-il un flic pour sauver la reine? Y a-t-il un exorciste pour sauver le monde? Y a-t-il un flic pour sauver le président? Y a-t-il un flic pour sauver Hollywood? Y a-t-il un flic pour sauver l'humanité? Oui, ça fait beaucoup! Et oui, ça fait son petit choc quand on le reconnaît. Il était âgé de 30 ans à l'époque et n'avait même pas les cheveux blancs. On enchaîne sur un petit point négatif. Petit parce que tous les films étaient comme ça à l'époque, hein. Du coup on va dire que ça va. On va parler du sexisme assumé et nauséeux. Pour la petite histoire, imaginez une vingtaine de mecs qui n'ont pas vu de nana pendant 1 an se retrouver face à une pauvre femme qui n'a que des mini-jupes à mettre. La pauvre. Cependant, malgré ses tenues affriolantes et son QI de toute évidence moins élevé que le poids moyen d'un petit Somalien, cette femme peut vite symboliser l'indépendance féminine et attention, là, on va parler du code ACE. Le code ACE, c'est un manuel d'autocensure, écrit par des prêtres jésuites et qui avait pour but d'imposer des limites dans la mise en scène des films américains, afin de pouvoir exporter ces films partout en Amérique. Car oui, constitué de plusieurs États, aux lois différentes, il fallait trouver le moyen de tout rassembler dans un manuel pour éviter la censure de l'État fédéral. Oui, en gros, on se censurait pour éviter de se faire censurer. Trop logique, on continue. Parmi les trucs interdits, on trouve des perles, comme l'interdiction de montrer un esclave blanc, l'interdiction de montrer une scène d'adultère, ou bien le fait qu'un baiser ne devrait pas durer plus de 3 secondes. Et là on retourne au film avec cette scène où l'un des militaires embrasse Alta, la fille du scientifique, pour tenter de lui apprendre les rudiments de l'amour. Or Alta ne ressent rien, elle ne ressent aucune stimulation. Et c'est carrément la conséquence directe du code ACE pour les spectateurs. Ainsi, et cette analyse n'engage que moi, je dirais que le commandant et Alta représentent grosso modo la confrontation entre le code ACE et les spectateurs qui voulaient juste voir des boobs. D'ailleurs, Alta devient tout de suite moins docile quand on lui fait une remarque sur ses goûts vestimentaires. Elle est finalement pas si conne que ça et commence à critiquer directement le fait qu'on veuille lui interdire de porter ce qu'elle veut. Enfin, je finirai par le point qui, pour moi, est le plus important. Le fait que ce film a été LE précurseur dans la SF moderne. Le vaisseau de ce film se déplace grâce à l'hyperpropulsion. Oui, comme dans Star Wars. Mais 30 ans avant. Planète Interdite a été aussi l'inspiration la plus importante pour Gene Roddenberry lorsqu'il imaginait sa série Star Trek. En gros, comprenez bien que vous regardez un film extrêmement en avance sur son temps. On est en 1956. On a des sons synthétiques qui constituent pour la première fois dans l'histoire du cinéma la totalité d'une bande originale de film. On a des effets spéciaux magnifiques qui, regardés en Blu-ray, feraient presque même image de synthèse. On parle d'une époque où le programme Apollo n'a même pas encore été lancé par Kennedy. On parle d'un film produit 1 an avant que Sputnik ne soit mis en orbite. Le premier satellite artificiel de l'histoire. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point ce film est visionnaire. C'est comparable au récit de Jules Verne. Et certains le mettent au même rang que 2001, l'Odyssée de l'espace. Bref, j'arrête là, je m'emporte. Regardez-le, il est franchement pas si mal. Et en plus, il se trouve facilement. Allez, on se quitte. Laissez un pouce vert si vous avez aimé, partagez si vous avez pris votre pied. En attendant la prochaine, portez-vous bien.